Coucou tout le monde. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui qui traite de la violence, mais surtout d'amener des pistes de réflexion en fait, plutôt par rapport à ce sujet-là, pour les semaines à venir. Euh, on traverse une crise sociétale profonde avec un vrai risque de débordement en ce moment et pour plusieurs semaines. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est de constater que dans certains débats ou dans certaines réflexions, on caricature très souvent ces questions autour de la violence. Parce qu'on est tous d'accord pour condamner la violence et dire que ça n'est la réponse à rien du tout, que ça ne peut en aucun cas être une solution pour résoudre un quelconque conflit. Mais on a tendance déjà à mettre l'accent sur les violences physiques le plus souvent, alors même que notre société est pavée de violences au sens bien plus large du terme. Et c'est finalement quelque chose qu'on évoque assez mal. C'est très étudié dans les niveaux universitaires, mais on parle rarement de violences symboliques à la télévision, par exemple. Donc l'idée, c'est de dire, ok, la violence c'est mal et ça peut pas être une réponse. Et on n'a absolument pas le droit d'y aller en ce moment. Encore une fois, quelles que soient ses positions. Ok, mais comment on fait pour l'éviter? Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi présente, cette violence? Puisqu'on l'a expérimentée à travers plein d'événements ces dernières années. Les Gilets jaunes en ont fait partie. Et ce mouvement a été traversé et a vécu énormément de violence, qui s'ajoutait à leur violence symbolique à eux, s'est ajoutée une violence physique inouïe. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est de réfléchir, vraiment de réfléchir et de se poser la question de notre rapport à la violence. Alors de comment on gère la nôtre, mais on n'est pas tous, la violence est très subjectif. On n'a pas tous le même rapport à la violence. Certaines personnes, dès qu'on hausse le ton, se sentent profondément violentées dans leur être. D'autres ne réagissent qu'à la violence physique. Par exemple, c'est très subjectif parce que ça dépend vraiment de notre rapport et de notre vécu avec la violence. Quand on a grandi dans un cadre hyper sécure, bon, je mets des gros bémols parce que même en ayant vécu dans un cadre sécure en apparence, on peut pour autant avoir connu énormément de violence. Puisque le silence, le mépris, ne pas écouter, ne pas se sentir écouté, tout ça c'est des formes de violence aussi. Et notre société, et je crois que c'est ça qu'elle s'apprête à regarder en face, est pleine, remplie de violence en permanence. Donc effectivement, cette violence, elle a besoin d'un cadre. Parce que on peut condamner la violence pendant des dizaines et des dizaines d'années. Si elle continue d'être présente et d'être aussi présente dans nos sociétés, c'est qu'on est toujours en train de la nourrir finalement. Alors, d'un point de vue énergétique, effectivement, il faut élever ses pensées, il faut ne pas aller dans certaines zones, etc. C'est vrai, c'est factuel. La question, c'est est-ce que tout le monde va y arriver? Parce que élever ses pensées, quand on perd son travail, quand tout s'écroule autour de nous, c'est pas toujours facile quand même. Donc, cette violence, elle a besoin d'un cadre pour s'exprimer, d'un cadre physique, qui peut s'exprimer par un cadre physique, et d'un cadre d'expression, j'ai envie de dire, un cadre de confiance. Et si vous regardez bien, si vous réfléchissez un petit peu à différents moments de votre vie, les gens ont beaucoup de mal à réceptionner la colère. Alors, est-ce qu'on doit la réceptionner? C'est une vraie question. Mais parfois, c'est inévitable. Je pense notamment parce que je viens de ce milieu-là, du milieu du social, dans son sens large. C'est des professions où on doit accueillir la violence de l'autre. On n'a pas toujours le choix. On peut pas toujours la repousser. Dans nos vies personnelles, le réflexe, c'est très souvent de la pousser. Vous connaissez quelqu'un d'agressif et de violent, vous allez avoir tendance à le mettre hors de votre vie.
parce qu'on se protège, parce que c'est légitime et qu'on n'a pas forcément à subir les énergies des autres. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là, on se retrouve face à une situation collective où finalement les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que les gens qui vivaient la violence avant, la violence symbolique, je rappelle que la violence symbolique, c'est une violence qui s'inscrit dans un rapport de domination. Il y a un dominant, il y a un dominé, il y a un oppresseur et un opprimé. Les cartes sont rebattues aujourd'hui avec une situation qui est plus tout à fait la même, une libéralisation de la violence, j'ai envie de dire, à travers des hommes politiques qui s'expriment de manière on ne peut plus violente, qui du coup entraînent la société vers une pente nécessairement de violence, parce que quand on dit à quelqu'un j'ai très envie de t'emmerder, on fait rentrer un schéma, on fait rentrer des personnes dans des cycles de violence. Et la violence augmente en plus, parce que les propos sont de plus en plus ignobles, les tribunes le sont de plus en plus. Donc la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on se positionne, comment on se place, comment on prend du recul, comment on souffle, comment on respire, comment on accepte et comment on accueille, véritablement. Et je vais prendre des petits exemples individuels parce que finalement la collectivité, c'est une somme d'individus. Donc il y a forcément des caisses de résonance. Quand j'étais animatrice, j'ai beaucoup travaillé en quartier populaire et beaucoup travaillé avec des enfants qui avaient des troubles du comportement assez importants, des enfants qui eux-mêmes connaissaient beaucoup de violence et qui forcément la rejetaient en permanence sur les autres. Parce que quand on a connu la violence toute sa vie, on ne sait pas faire autrement. C'est un mode de fonctionnement. Et encore une fois, les violences sont multiples. Elles peuvent être physiques, morales, psychiques, symboliques, institutionnelles, tout ça à la fois. Voilà, donc cette petite fille, en l'occurrence, a été toute petite. Elle avait 6 ans, elle était toute menue. Mais elle vous retournait une pièce. Quand elle était en crise, elle vous retournait une pièce, véritablement. Et c'est une petite fille qui me touchait beaucoup. Parce que je me reconnaissais en elle, dans son histoire. Et quand elle était en crise, j'avais pris pour habitude de la laisser tout casser, en fait. Elle était dans cette pièce, elle cassait tout, elle retournait les chaises, elle retournait les tables. C'était même complètement fou de la voir parce qu'elle était si petite que j'aurais jamais pensé qu'elle ait autant de force physique, finalement. Et puis une fois qu'elle avait terminé, ça durait jamais bien longtemps, hein, 5, 10 minutes, 15 minutes grand maximum. Et après, elle avait toujours le même réflexe, c'était de se coller contre moi et de pleurer. Et elle pleurait, et elle pleurait. Et j'avais l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. Des chaudes larmes, vous voyez? Ben en fait, c'est ça, le cadre de l'accueil. Et c'est pour ça que j'ai créé le groupe de discussion. Et j'invite vraiment les gens, non pas forcément à manifester, mais à aller chercher du côté de ce qui les met en colère en ce moment. Et d'aller profondément écouter, déjà, soi-même, mais de se confronter à l'autre et de se retrouver en face de personnes qui sont en capacité d'accueillir cette colère, d'accueillir cette souffrance. Parce que si on ne l'accueille pas, la crise continue. Et on casse tout. Et on projette sur l'autre. Et ça s'aggrave, ça augmente, ça grandit, parce que la colère, c'est ça avant tout. C'est quelque chose qui grandit et qui s'auto-nourrit tout seul jusqu'à autodestruction de l'être humain en question qui est traversé par ces émotions-là et au niveau collectif de la collectivité. Parce qu'une somme d'individus en colère crée une autodestruction quasiment immédiate de la société en question. Donc c'est effectivement très important de se poser ces bonnes questions en ce moment. Alors peut-être vous qui regarderez cette vidéo ne vous sentirez peut-être pas concerné directement, mais c'est rare que je le demande, mais là je vous invite à partager cette vidéo si vraiment vous connaissez des gens autour de vous à qui ça peut parler. Parce que le meilleur moyen de ne pas basculer dans la violence en ce moment, c'est véritablement de se poser les bonnes questions et d'être bien entouré.
D'où mon message la dernière fois sur la solitude et l'importance que les gens ne se sentent pas seuls en ce moment. Parce que la solitude est violente aussi, particulièrement dans des situations comme ça. Donc j'invite les gens qui ont du mal avec le conflit ou qui ont du mal avec cette violence à se forcer un petit peu à aller écouter et accueillir ceux qui sont vraiment en souffrance, de manière à ce qu'il y ait une véritable relation d'empathie et d'écoute pour que le cadre même puisse s'exprimer, de manière à ce qu'il ne déborde pas au niveau du collectif. Et on a du mal, très souvent dans notre société, à entendre la violence, parce qu'en fait, elle nous renvoie un miroir qui n'est pas très agréable. Et que dans nos sociétés, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, et que très souvent, on nous apprend depuis tout petit que c'est pas, voilà, c'est pas très bon, faut éteindre, faut prendre sur soi, faut, voilà. Alors effectivement, il y a des techniques comme la communication non violente qui sont génialissimes pour régler des conflits, qui ont leurs limites, en tout cas dans l'application, parce que j'ai déjà vu des gens pratiquer la communication non violente et être très violents, assez bizarrement. Parce que quand on écrase l'autre avec sa bienveillance, bah parfois ça peut être ressenti comme une forme de violence. D'où l'importance pour moi d'accueillir. Quand quelqu'un se met en colère, c'est sa colère qui parle. Faut pas la prendre pour soi. C'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, d'être traité. Et encore une fois, ça se vit à des échelles qui sont très différentes. Mais c'est précisément ça qui va éviter aux gens d'aller taper sur la première personne qui croise ou d'aller casser le premier abribus qui passe. Enfin, en l'occurrence, les abribus ne passent pas, mais vous m'avez compris. Vous avez compris l'idée. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de bien comprendre que la violence, elle est partout dans notre société. Donc oui, si on ne veut pas tendre vers ça, il va falloir quand même aller regarder individuellement qu'est-ce que c'est notre rapport à la violence. Et on voit bien comme il est difficile d'accueillir l'autre, d'accepter l'autre dans sa différence. Sauf qu'il y a des colères fortes qui ont besoin d'être entendues en ce moment. Encore une fois, des colères sociétales qui ne cessent pas, hein, qui ne cessent de croître, puisque les gilets jaunes, avant les gilets jaunes, il y a eu d'autres mouvements sociaux, et en fait, à chaque fois qu'il y a un mouvement social qui arrive, c'est les colères passées qui finalement continuent, puisqu'on ne les traite jamais. On ne les traite jamais. Donc toutes les violences sont condamnables, toutes, je dis bien toutes sans exception. Mais prendre en compte un seul type de violence, toujours du même côté, c'est-à-dire toujours très souvent du côté du peuple, eh ben, c'est de la violence aussi. Et c'est une forme de violence symbolique. C'est-à-dire pointer la violence que des gens opprimés vont utiliser, sans relever la violence institutionnelle ou symbolique des dominants, ben c'est une nouvelle forme de violence. Donc si on veut arrêter de nourrir ce cercle de violence collective permanente, j'invite vraiment les gens à se poser des questions sur tout ça, à aller déconstruire des a priori et surtout à faire preuve d'empathie et de cadre pour aller accueillir l'autre dans ce qu'il ressent en ce moment. Parce que tout est très violent pour tout le monde. Je parle là, je n'évoque même pas la crise qu'on vient de vivre pendant 2 ans, qui est excessivement violente pour tout un tas de raisons. Mais la violence, elle est structurelle dans ce pays. Et on y réagit en fonction de nos blessures et de nos histoires. Et je vais réillustrer par un autre cas personnel qui pour le coup est le mien. Moi j'ai une mère maniaco-dépressive, j'ai une maman que j'adore profondément, maman je t'aime. Mais j'ai une maman très malade, maniaco-dépressive et qui avait beaucoup de violence en elle. Parce qu'elle-même en avait connu, de la part de mon père en l'occurrence. Et du coup, j'ai eu une maman très malade, avec énormément de violence en elle et une grande violence qui avait besoin de s'exprimer. Et comme elle était en plus très accro aux médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs, tout ça, ben quand elle en trouvait pas, ben c'était moi qui prenais. Et un jour, bah, j'ai pris plus que de raison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je l'ai frappée. Je l'ai frappée. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Un enfant qui frappe sa mère, c'est pas bien.
c'est mal. Et pourtant, je l'ai fait. Et je l'ai fait pourquoi? Parce qu'il fallait que je survive. Il fallait que je réagisse, j'arrête ce mouvement en fait de violence. Donc j'ai utilisé de la violence pour arrêter un mouvement de violence. Ça ne justifie pas mon geste, et ce geste je l'ai beaucoup regretté, et je l'ai regretté à l'instant même où ma main elle est partie pour la gifler. Mais le fait est que cet état de violence a arrêté une situation. Vous retrouvez exactement le même procédé avec des femmes battues qui vont tuer ou blesser leur conjoint parce qu'elles n'en peuvent plus. Vous retrouvez ce schéma sur des enfants maltraités, vous le retrouvez à peu près partout, en fait. Mais toutes ces violences, elles sont présentes dans notre société. Les bavures policières, qu'on reconnaisse ou non que la police ou que l'institution police soit violente, il y a des choses qui sont factuelles et qui existent. Les bavures policières le sont. La colère des gilets jaunes l'a été, et elle a été palpable, elle a été visible. Vous prenez les violences faites aux femmes, la maltraitance des enfants, les soignants, si vous regardez la situation des soignants. Quand on demande à quelqu'un de travailler plus, mais je pense aussi aux animateurs, quand on demande à quelqu'un de travailler plus avec moins de moyens, ça finit par devenir violent. Parce qu'on demande aux gens d'aller d'aller puiser en eux. Et quand je dis puiser, je dirais même plutôt épuiser en eux des forces qu'ils n'ont déjà plus. Parce qu'en fait, ce qu'on leur demande, c'est tout simplement impossible. On ne travaille pas plus avec moins de moyens. Ça s'appelle une injonction paradoxale, ça n'a aucun sens. On ne peut pas le demander aux gens parce que ça n'est pas possible. Et c'est pareil en animation. En animation, c'est quelque chose qu'on traverse aussi beaucoup. Et dans ces métiers, il y a énormément de souffrance. Si vous rajoutez ça au fait que les professions du social sont très précaires, beaucoup plus précaires qu'à une certaine époque, et que en étant très précaires, elles sont tout aussi précaires que les gens avec qui elles travaillent. Et c'est un processus qui est très important parce qu'il fait partie de la violence aussi. La violence symbolique qu'on vit tout le temps et qui est partout dans notre société. Et je pense vraiment qu'on vit un moment charnière où collectivement, on se rend compte à quel point cette société dysfonctionne. Donc oui, bien évidemment, on a énormément de chance de vivre en France. C'est une évidence. Mais ça ne doit pas être un argument pour cacher quelque chose qui de toute façon se passe et qui se révèle et qui est amené à se révéler encore plus. On vit une formidable période pour se poser enfin les bonnes questions et transmuter les bonnes choses. Et je parle pas d'un sujet très cool, mais mon cœur est vraiment rempli de joie parce que on a vraiment, créer un nouveau monde, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par là, ça passe aussi par remuer toute cette vase dans laquelle on vit plus ou moins en conscience et qui n'est pas juste, finalement, qui n'est pas juste pour personne. Mais on ne peut pas condamner toujours à la demi-mesure et plus on accueillera cette colère et cette violence qui nous traverse, et mieux le monde ira. Parce que c'est la meilleure manière d'y amener de l'amour et de se dire ok, j'entends ta colère, je l'entends vraiment, je vais pleurer avec toi parce que je ressens ta tristesse. Faut pas oublier que derrière la colère, il y a souvent de la tristesse. Il faut aller puiser jusqu'à cette écoute-là, cette écoute de cette tristesse profonde. Parce que c'est comme ça qu'on transmute la colère. C'est comme ça, c'est en l'écoutant. Pas en la taisant, pas en disant c'est mal d'être en colère. Voilà, le conflit c'est pareil. Un conflit c'est et j'en parle parce que c'est très en lien avec la colère. Les conflits sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent des choses et ils permettent de transmuter justement par la communication un problème fondamental. Et ils sont sains, les conflits sont sains. Par contre, ils sont pas sains si effectivement ça se transforme en guerre d'ego. Et là, ça se transforme en querelle, et ça se transforme en dispute, et ça peut potentiellement se transformer en violence. Mais si on s'offre des contextes d'écoute, et à travers ça, c'est le dernier message que je passerai dans cette vidéo, c'est vraiment, peu importe nos histoires, je crois vraiment qu'on doit se mettre dans des postures d'écoute, de s'écouter les uns les autres pour voir
où est-ce qu'on souffre? Pourquoi on souffre? Parce que nos souffrances individuelles se répercutent sur le collectif. Et si on traverse tout ce qu'on traverse en ce moment, c'est bien pour dire que la somme d'individus qui fait société à l'heure actuelle est profondément malheureuse. Donc voilà, c'était une petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous aidera. Je sais pas si les gens qui me regardent directement sont concernés ou vont vraiment euh, voilà, ressentir cette notion de violence ou de colère. Mais voilà, si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et voilà, et c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que je vous souhaite de transmuter vos colères, de ne pas culpabiliser de la ressentir, parce que je me suis souvent fait une réflexion dans la vie. Les gens qui très souvent ne ressentent pas de colère m'inquiètent beaucoup plus que les gens en colère. Parce que la colère, ça fait partie des émotions de la vie et c'est normal. C'est pas quelque chose de pathologique d'être en colère, c'est quelque chose de normal et de légitime dans certaines situations. Et je finirai avec ce dernier exemple. Ça nous est tous déjà arrivé de faire face à quelqu'un, de le sentir très en colère et qu'il nous fasse cette réponse magistrale de nous dire « je vois pas de quoi tu parles ». Voilà, qui est la réponse même de la preuve qu'il y a de la colère, mais que, encore une fois, c'est pas de notre faute, on nous apprend pas à en parler, on nous apprend pas à la transmuter. Donc à part des êtres qui sont très élevés spirituellement et qui voilà, le font très naturellement, et c'est tant mieux pour eux, mais on n'en est pas tous au même niveau. Et moi je peux parler que de ce que je connais, et ça c'est un processus que je connais bien. Donc j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aidera, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis je vous dis à plus tard.